Rex Stewart s'appelait William Rex Stewart. Et bon, tout le monde sait que c'est un des cornets. Il jouait du cornet déjà, pas de la trompette. Donc vous allez voir tout à l'heure que le cornet est plus court que la trompette. Mais il y a les trois mêmes pistons et on doit appuyer pareil, à mon avis. Hein. J'ai jamais joué de cornet, mais c'est pareil. Donc c'est effectivement un des trompettistes ou cornettistes les plus originaux du jazz. Déjà la variété de sonorités, je pense qu'il a inventé un nombre de sons que personne ne faisait avant lui. Et puis son jeu est plein de surprises, ça swing toujours, enfin c'est vraiment, c'est plein de vie surtout, et c'est aussi joyeux, alors ça fait plaisir. Il est né le 22 février 1907 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Alors il y a pas mal de musiciens qui sont nés à Philadelphie. Alors dans les trompettes, il y a Bill Dillard, Ziggy Allman et Lee Morgan. Et c'est intéressant parce que Lee Morgan, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un disciple de Rex, mais il utilise beaucoup aussi des demi-pistons, mais d'une manière un peu différente. Il y avait Stan Getz, Benny Golson, parmi les plus connus. Il y a aussi Billie Holiday qui est né là. Mais en fait, il est parti très tôt pour s'installer dans un faubourg de Washington, à Georgetown, qui n'était pas le quartier culturel et branché qu'il est aujourd'hui. Son arrière-grand-mère était indienne, mais il ne dit pas de quelle tribu, et elle portait le charmant prénom de Douchant du soleil levant. Je traduis. Alors, il faut savoir aussi que moi je pensais que Rex c'était son surnom, pas du tout, parce que son père s'appelait aussi Rex Stewart, et ses parents ont divorcé quand il était très jeune. Alors, je vais essayer de repérer les coïncidences, puisque quand même il a fait une grande partie, la plus belle partie de sa carrière chez Duke Ellington. On va repérer les coïncidences qu'il peut y avoir avec Ellington. Ben, justement, Washington, c'est le lieu de naissance de son futur chef. Et Ellington a 8 ans de plus que lui, ça fait beaucoup, donc c'était le petit jeune, mais il a côtoyé Duke. Quand Duke commençait à jouer, il a côtoyé à la fois Duke, Sonny Greer et Otto Hardwick à Washington. De loin en loin dans sa jeunesse. Il a d'abord appris le piano et le violon. C'était les instruments de ses parents. Sa mère joue du piano dans des cinémas muets. Et puis il a appris ensuite le saxhorn alto et le cornet après. Alors à 14 ans, il joue déjà dans les riverboats du Potomac. Et au même âge, il a fait son premier voyage en 1921 dans le fameux orchestre des Musical Spiller. Quand je dis fameux, il n'est pas fameux aujourd'hui, mais vous connaissez presque tous cette photo. Vous remarquez, il y a des sax, et ça c'est dans les années 10. Et Rex dit que c'était un orchestre qui était... l'histoire du jazz malheureusement se fait pratiquement avec des disques. Mais s'ils avaient enregistré, il dit qu'il serait très important, c'est des précurseurs dans le jazz, et notamment c'est un des premiers orchestres noirs où on jouait du sax, et il jouait de tous les instruments. C'est un orchestre de vaudeville, donc il a beaucoup appris. Il a appris notamment tous les trucs de scène, et il a appris plusieurs instruments, le trombone, le sax soprano, le sax ténor et le xylophone. C'était un orchestre qui était pratiquement une sorte de conservatoire ambulant, parce que tous les jours, le matin, très tôt, je crois carrément à 7 h du matin, la dame qu'on voit là, qui avait une main de fer, la saxophoniste, les réveillait tous, et ils étudiaient la musique. Ils avaient des cours de musique, solfège, apprentissage de divers instruments, etc. Ensuite, Rex, il est resté à New York, il a joué dans plusieurs orchestres. Et la première séance qu'il a faite, c'est dans l'orchestre de Billy Page. Il avait 17 ans, mais c'est en mai 24, mais ça n'est jamais sorti. Alors, selon ses dires, sa première influence a été Johnny Dunn. Et Johnny Dunn, c'était le trompettiste de New York, c'était un trompettiste noir, avant l'arrivée d'Armstrong. Évidemment, quand Armstrong est arrivé, il a balayé tous les autres. Il dit lui-même qu'il a été inspiré par Johnny Dunn. Il dit une clarté et une puissance virtuellement inégalées à l'époque. Alors maintenant, il a accompagné, ce qui m'a étonné aussi quand j'ai regardé, c'est qu'il a accompagné en disque dès 1924
plusieurs chanteuses de blues, des fameuses classiques blues singers, Rosa Anderson, Nena Henry, Mona Moore, etc. Et il a fait une vingtaine de séances comme accompagnateur de chanteuses. Alors, je vais vous passer un petit extrait. Il est encore sous l'influence de Johnny Dunn. Quand vous connaissez un peu Johnny Dunn, c'est presque de la copie. Il n'a pas encore de style affirmé, reconnaissable, et il n'a quand même que 18 ans. Donc on va passer le premier extrait qui s'appelle Get It Fixed avec Rosa Anderson, la chanteuse. Voilà. C'est vrai que c'est Alors, j'ai fait un montage de la trompette. J'étais obligé de faire des montages parce que j'ai beaucoup de choses à passer. Voilà. Donc Rex connaît à peu près les disques du créole jazz band, le King Oliver de 1923. C'est Jimmy Harrison, le tromboniste de Fletcher Anderson, qui lui a fait connaître. Et le premier disque qu'il a acheté de cet orchestre, c'est Mabel's Dream avec Louis Armstrong. Et quand Armstrong arrive à New York pour jouer avec Fletcher Anderson, c'est le choc. Alors voici ce que dit Rex Stewart. Je suis devenu fou avec le reste de la ville. Je m'efforçais de marcher comme lui, de parler comme lui, de manger comme lui, de dormir comme lui. J'ai même acheté la même paire de grosses chaussures de policeman qu'il utilisait. Je me postais devant son appartement dans l'espoir de le voir sortir. Finalement, j'ai réussi à lui serrer la main et à lui parler. Formidable, c'est de l'adoration. Donc, c'est en 1925 que sa carrière va commencer réellement. Il a 18 ans. Parce qu'il entre dans l'orchestre du banjoïste Elmer Snowden, qui avait aussi vécu à Washington. C'est la deuxième coïncidence, puisque 2 ans avant, Ellington jouait dans l'orchestre de Snowden à New York. Alors, j'ai eu la chance de jouer avec Elmer Snowden. Il était venu à la Huchette quand on était dans l'orchestre des Jazzomaniacs. C'est dommage que Marc Richard ne soit pas là ce soir. Il est venu faire le bœuf et je me souviens qu'il y avait Göran Eriksson qui était aussi au banjo. Et là, il était quand même assez vieux, Elmer Snowden, et Göran était nettement meilleur. Voilà, donc il n'existe pas d'enregistrement ni de cette soirée mémorable à Paris, ni du passage de Rex en 1925 dans son orchestre. Alors, d'après Rex, Elmer Snowden jouait beaucoup de compositions de Jelly Roll Morton. Et Jelly Roll Morton, c'est un musicien que Rex admirait beaucoup, il en parle beaucoup, il dit que c'est un génie. C'est formidable ce qu'il dit de Morton. Alors, ensuite, en 1926, Louis Armstrong, qui a entendu Rex dans l'orchestre d'Elmer Snowden, va lui offrir sa place chez Fletcher Anderson, qui est un peu la Rolls-Royce des orchestres, des big bands noirs de l'époque. Et Rex, il est terriblement effrayé. Il ne veut pas au début, mais finalement il accepte quand même. C'est une charge écrasante puisqu'il remplace Armstrong. Il a 19 ans. Et là, on va l'entendre aussi en extrait dans The Stampede, qui est un des chefs-d'œuvre de Fletcher Anderson de cette époque-là, en 1926. J'ai laissé l'exposé de Joe Smith parce que c'est intéressant de voir de comparer les deux styles de trompette, puisque Joe Smith a un son beaucoup plus doux. Et Rex, lui, c'est beaucoup plus tranchant et en violon, beaucoup plus. Donc voilà. Il y a Hawkins aussi qui est dedans. C'est tout. Il y a un trio de clarinettes, etc. Et on sent que son phrasé s'est nettement assoupli depuis qu'il écoute Louis Armstrong, bien sûr. Voilà, c'est numéro 2. Ça s'appelle The Stampede.
montage est mal fait. Voilà, Rex. Voilà, on remarque aussi qu'on est en 1926, mais c'est vachement bien enregistré, je trouve. Ouais. Voilà. Donc à l'époque, Rex lui-même, dans un bouquin qui m'a beaucoup servi, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, ça s'appelle, comme par hasard, Boy Meets Horn. Ça a été fait en collaboration avec la dame que j'ai vue d'ailleurs à Paris, qui s'appelle Claire Gordon. Et figurez-vous qu'elle l'aidait à écrire ces textes. Ça, c'est paru après sa mort. Figurez-vous j'ai reçu un mail hier de Claire Gordon, justement, qui a appris qu'il y avait cette conférence sur Rex. Elle a 95 ans. Elle m'a écrit en français. Je me souviens, en 66, elle était là, elle était venue avec Rex. Donc, on en parlera tout à l'heure. On va écouter aussi un petit extrait pour montrer une autre manière de jouer de Rex à l'époque, en 1926. C'est sur Jackass Blues, c'est la fin. Alors là, c'est plutôt un chorus qui lorgne du côté de King Oliver et qui montre déjà le vibrato très serré qui est souvent pour beaucoup dans l'aspect assez exacerbé de son jeu, surtout et ardent de l'époque. Voilà, Jackass Blues. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a Armstrong, mais il y a Oliver dans son jeu. On entendra d'autres extraits pareils. Voilà, Jackass Blues, la partition originale. Le 3. Séances d'enregistrement, c'est pas mal. Et en juillet 26, encore une coïncidence avec Ellington, il enregistre avec un trompettiste de New York qui s'appelle Thomas Morris, qui est surtout connu pour avoir participé aux enregistrements de Clarence Williams. Et la coïncidence, c'est que Thomas Morris a fait, dans des enregistrements antérieurs, il a engagé Bubber Miley et Charlie Hervis avant qu'il rentre chez Duke Ellington, puis après Wellman Bowe encore, avant qu'il rentre chez Duke Ellington, et John Hampton, mais lui était déjà chez Duke en novembre 26. Donc on va entendre une petite partie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a donc deux cornets, ou peut-être qu'il joue la trompette, Thomas Morris, je ne sais plus, je pense. Donc on va entendre un côté un peu oliverien 1923. À la fin, il y a les deux cornets qui improvisent. Je pense, alors là je ne sais pas, mais je suis presque sûr qu'il y a deux solos de trompette. Je suis presque sûr que le premier c'est Rex Stewart et le deuxième de Thomas Morris. Peut-être que les spécialistes pourront me confirmer ou infirmer. Donc on va passer ce morceau qui s'appelle Charleston Stampede. C'est en 1926. La suite.
deuxième solo, ça doit être Thomas Morris peut-être. Gitchy Fields, qui jouait chez Morton. Il se fait harceler par le tromboniste Charlie Green qui le prend en grippe et il fait les pires vacheries sur scène. Et c'est la femme de Fletcher Henderson qui lui conseille de quitter New York pour un temps et qui lui trouve un job dans l'Ohio, dans l'orchestre du pianiste Horace Anderson, qui est donc le frère de Fletcher Anderson. Et il va rester là, dans l'orchestre dans lequel il côtoie, alors encore une coïncidence, il côtoie Freddie Jenkins, qui entrera chez Duke en octobre 28. Et puis ensuite, il y a Benny Carter qui va rejoindre cet orchestre et qui va d'ailleurs le rejoindre comme arrangeur. Et pour l'anecdote, c'est Benny Carter qui va lui servir d'intermédiaire quand il veut demander la main de sa future femme. Il n'osait pas, il était timide. Benny Carter a fait l'entremetteur. Donc l'orchestre d'Horace Anderson, bien entraîné par Carter, va gagner une bataille d'orchestre contre les McKinney Cotton Pickers. C'est pas mal, hein. Donc il revient quand même ensuite chez Fletcher Anderson en 28, mais en 27 il va graver ses premières faces à 20 ans, mais elles sont rejetées, donc je ne pourrais pas vous les faire écouter. Alors chez Fletcher Anderson en 28, là on va voir tout de suite la différence. En l'espace de 4 ans, l'orchestre se modernise, s'assouplit, et notamment la section rythmique avec l'arrivée de John Kirby et de Walter Johnson. John Kirby le bassiste et Walter Johnson le batteur. Et puis il y a les arrangements évidemment de Benny Carter, et on s'aperçoit déjà en 1930 que Fletcher Anderson préfigure complètement les rythmiques de la période swing de 36, pratiquement du Basie, parce que le batteur joue un peu comme Joe Jones sur la Charleston. Donc on va écouter un superbe arrangement de Benny Carter, Chinatown, My Chinatown. Selon Rex, ce morceau a été arrangé par John Nesbitt. Il est interprété, il dit qu'il était formidable ce morceau, mais malheureusement l'enregistrement ne donne pas une idée de ce qui pouvait être en public. Voilà. Donc Rex, il commence à la manière d'Armstrong, mais il ajoute un peu à peu une fantaisie, une exubérance qui est bien à lui. Notamment, il y a un break totalement fou. Son style s'affirme, on commence à le reconnaître à l'écoute. Et on peut noter d'ailleurs des points communs avec Bobby Stark, qui était très copain avec Rex à l'époque. Et Rex dit qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas été plus mis en valeur, qu'on l'a vraiment oublié. C'est un trompettiste formidable. Donc on va écouter Chinatown, une partie. Et il y aura le chorus aussi de clarinette qui est de Benny Carter. C'est assez rare de l'entendre avec clarinette. Voilà, Chinatown, la partition originale. Alors une autre facette de Rex, on n'a pas encore parlé, Rex s'est aussi inspiré de
du cornettiste blanc Bix Beiderbecke, qui était l'un des génies du jazz de la première période du jazz des années 20. Et Fletcher Henderson enregistre en mars 31 le super tube, super standard Stardust. D'ailleurs, ce qui est Doggy Carmichael, et Carmichael était un copain de Bix. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que Bix ait joué Stardust, quoi. Il n'a jamais enregistré, mais ça ne m'étonnerait pas. Et l'arrangement d'ailleurs est de Bill Challis qui a arrangé notamment pour Paul Whiteman, Gene Golkett, Frankie Trombauer. Ce qui fait que l'orchestre de Fletcher ici sonne vraiment comme un orchestre blanc, d'autant plus que Rex, on va l'entendre, il est très très inspiré de Bix Beiderbecke. Voilà, c'est le numéro 6. Et c'est deux mots Stardust sur la partition. Oui, voilà, deux mots. Sinon, on a tendance à l'écrire en ce mot. De se poser un peu comme le Paul Whiteman noir. Voilà, alors toujours dans le même esprit, enregistré le 29 avril 1931, un des rares exemples d'un orchestre noir copiant note pour note une interprétation d'un orchestre blanc. C'est dans Singing the Blues, évidemment, le grand chef-d'œuvre de Frankie Trombauer et Bix Beiderbecke, voilà la partition originale. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs dans la version de Bix, c'est qu'il n'y a pas Singing the Blues, il n'y a pas de chanteur et c'est pas un blues. Donc on va. D'ailleurs, il y a une similitude assez étonnante que je trouve dans Bix Beiderbecke. Bix, on remarque qu'il y a 3 lettres, et Rex, il y a 3 lettres, et ça se termine par un X aussi. Mais je ne pense pas qu'ils aient fait exprès. On remarque que Rex va régurgiter complètement le solo de Bix Beiderbecke. Et le tempo, monsieur le musée, je l'ai mis au début, à la fin, il ralentit considérablement, mais il ralentit exactement comme dans la version originale de Trombauer. Comme ça, la copie est parfaite. Donc voilà. On va le passer. Le tempo est rapide. Mais à la fin,
tout à fait la même fin que Bix, là il est un petit peu merdé, mais bon. Alors il faut non, par rapport à la copie originale, oui. Ils ont enregistré deux versions, et il y a un autre morceau qui s'appelle Singing the Blues qu'a enregistré Fletcher Henderson, qui est un autre différent. Donc ça c'est pour tout un peu pour les gens qui écoutent. Ensuite, il est plusieurs mois avec les McKinney Cotton Pickers, tout simplement en 1931, parce que ça paye mieux et que sa femme est enceinte. Il retrouve Benny Carter, mais il ne peut s'empêcher d'aller faire le bœuf chez Fletcher Henderson à chaque fois qu'il le peut. Il dit c'est un peu comme retrouver sa vraie famille. Alors là, je vois que le temps passe, j'ai beaucoup de choses à passer. Je crois que je ne vais pas passer le morceau que j'avais prévu avec les McKinney, mais qui est Do You Believe in Love at First Sight, la partition. Mais je vais vous passer plutôt un autre morceau avec Fletcher Henderson en 1932, pour la bonne raison que c'est la première fois que Rex utilise un procédé qui a des effets sonores dont il va se servir plus tard, notamment dans Menelik. C'est ce qu'on peut appeler des pédales graves, c'est-à-dire qu'il joue, il faut savoir que Rex Stewart, il joue des notes qui n'existent pas normalement, ni sur la trompette, ni sur le cornet. Et c'est le principe d'ailleurs du jazz, on joue toujours des notes qui n'existent pas, même au piano, Monk il le fait, des notes qui n'existent pas. Donc, on va écouter Underneath de Harlem Moon, qui est un thème d'esprit Cap-Caloré. D'ailleurs, il y a même IDO dans les paroles. Et le vocal est par Catherine Handy. On ne va pas l'écouter le vocal, mais c'est la fille de Lucy Handy. On va entendre aussi son vibrato extrêmement large, mais serré, extrêmement rapide. Et puis un ton de 8 mesures. Puis il y a Coleman Hawkins aussi. Donc, alors, ça va être le numéro, pour pas qu'on se... Il va falloir sauter un morceau, ce sera le numéro 9. D'accord. On s'aperçoit que déjà il commence à s'intéresser à certains procédés qu'il est promis à faire. D'ailleurs, je ne sais pas si on entend des choses comme ça, cette pédale grave avant. Herbert Clark, il a enregistré fin 19e des trucs de cornet où il descendait dans le grave pour prouver qu'il pouvait faire des trucs. En faisant des pédales comme ça. Il faisait des phrases dans le grave. Ah oui, Herbert Clark. Il y a des enregistrements. Ouais, des enregistrements 1896. Ouais, c'est marrant. Tu feras une copie. Sur Internet, on trouve. Hein. Peut-être sur Internet, on voit, mais je l'ai sur un livre de trompette. Qui était un grand soliste très très connu de la trompette, technicien de la trompette. D'ailleurs, il a écrit tout un article comme quoi c'est pas bien la trompette. Il jouait que du cornet. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc on va continuer avec de 33 à 34, Rex va diriger un big band, mais il n'y a pas de disque. Edgar Sampson était l'arrangeur en chef, et Rex Stewart dit dans ses mémoires que Stomping at the Savoy fut élaboré pendant la répétition de son orchestre vers 1933, dans lequel Sampson était donc le chef arrangeur, et il dit tout ça a été ensuite attribué à Sampson et Goodman et Chick Webb, mais je suis désolé de dire que on m'a jamais donné le crédit pour avoir composé le pont de Stomping at the Savoy, mais on ne pourra pas l'entendre. Voilà. Il est resté aussi quelques mois chez Louis Russell. Il y a des enregistrements, mais c'est pas très intéressant. C'est en 1934, l'orchestre n'était pas encore vraiment bien, il n'y avait pas Armstrong. Alors, on va aborder la période la plus intéressante, bien sûr, celle de Milan chez Duke Ellington, en décembre 1934.
Et à part 6 mois de break en 1943, il est resté jusqu'à décembre 1945, j'espère que je ne me trompe pas, Claude, 11 ans pratiquement. Au début, il va refuser les $75 par semaine que lui propose Duke Ellington, car Louis Russell le payait $95. Et simplement ce fait-là, du coup, au début, il méprisait un petit peu Duke Ellington. Il disait, qu'est-ce que cet orchestre qui veut me payer moins cher que j'étais payé très cher. Bon, voilà. Alors, mais il va vite changer d'avis parce qu'il dit qu'il n'était pas fanatique de l'orchestre, des tempos et de la musique. Et alors, il va changer d'avis parce que pour son premier gig à Chicago, il est enfin au beau milieu de la section de trompette. Il raconte, alors là j'ai traduit avec un beau sens de l'image, vous allez voir, c'est assez joli. Il dit, la scène était dans le noir complet, les timbales de Sonnegrille rugissent avec l'orgueil d'une horde de lions affamés dans la jungle. puis arrivent les thèmes sombres d'East St. Louis to the Lou par la section de sax, évoquant l'image mentale d'un python géant ondulant par-dessus les lions. Vient un son qui peut se comparer à celui d'un babouin coursant sa femelle. Exactement comme ça. Et ils disent c'est Cootie Williams. Le babouin, c'est Cootie Williams qui entre avec sa trompette wah-wah et son grôle. Cette scène se passe derrière un voile et chaque son va être mis en valeur et embelli par un petit projecteur dirigé sur la section d'où vient le son. Cela s'intensifie pendant 2 bonnes minutes, accord après accord, section après section, jusqu'à ce qu'un dinosaure géant trépigne dans une extase conquérante. Alors tout diminue progressivement jusqu'au murmure, avec la trompette chuchotante de Cootie qui suggère les promesses des aventures sensuelles à venir. Une fraction de seconde de silence complet, et pan, avant que le public puisse reprendre sa respiration, jaillit It Don't Mean Nothing. La puissance irrésistible de Ellington se déverse sur un public captivé qui éclate en applaudissements. Pas mal, hein? Yes. Donc dès ses premières minutes, Rex va être lui aussi captivé par la magie de cette musique ellingtonienne. Il fait sa première séance en janvier 1935, mais je vais vous passer un morceau seulement qui date d'un an après, le 28 février 1936. Dans Kissing My Baby Goodnight, on entend Johnny Hodges, puis un break de clarinette virtuose incroyable de Barnaby Garf, comme il sait le faire, et un vocal d'Ivy Anderson, et il y a un interlude, alors là je ne sais pas s'il y a oui, il y a des sax, peut-être que Fred pourra nous dire, je pense que c'est du soprano, mais j'en suis pas sûr. Et il y a un solo de Rex qui montre d'ailleurs qu'il peut jouer aussi avec délicatesse et dans un esprit qui est encore bixien chez Duke. Donc Kissing My Baby Goodnight, et là c'est quel numéro? C'est le 10.
over again, kissing my baby Est-ce que c'est du soprano là? Alto? Voilà, ouf, le premier morceau que je peux vous passer en entier. Il valait le coup. J'étais un peu frustré, vous aussi, d'entendre des extraits. Donc, Claude vient de me dire qu'il y a 2 contrebassistes. Il y a 3. Ah bon, il y a Wayman Brown toujours. Eiselvis, et Billy Taylor. Alors Billy Taylor, qui était un copain de Rex, qu'il avait déjà côtoyé chez les McKinney, puis avant dans plusieurs orchestres. Et alors on remarque finalement que longtemps après, Rex n'a jamais oublié finalement ses influences, notamment celles qu'on a entendues ici de Bix, mais même celle de King Oliver, on va la trouver chez Duke Ellington, bizarrement. Évidemment Armstrong. Bizarrement, alors là on va écouter un petit extrait sous le nom de Barney Bigard, une petite formation. Le morceau s'appelle Jazz à la carte en français. Et c'est en fait juste une suite de chorus sur le blues simple, un peu dans l'esprit d'ailleurs du Deeper Mouth Blues d'Oliver, et on peut voir ça comme une sorte d'hommage à King Oliver, parce qu'il ne faut pas oublier que justement Barney Bigard a joué du ténor puis de la clare chez Oliver à partir de 24-25. Donc Jazz à la carte en 1937, on entend toujours l'influence d'Oliver. J'ai mal fait mon montage, j'ai pas fait de phase out. Donc, maintenant, peut-être mon morceau préféré des petites formations de Duke Ellington, c'est Love in My Heart. Il y a 2 titres, hein, Swing Baby Swing. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre pour moi des petites formations ellingtoniennes. On peut dire que tout est superlatif. Il y a le thème lui-même, le tempo, l'intro, l'exposé de Rex, de Ogis, le chorus d'Ellington qui est absolument génial et plein de grâce, accompagné par les ballets, des ballets de plumes de Sonny Gray ici, je trouve, extrêmement légers. Donc d'ailleurs une légèreté, une grâce et une simplicité, c'est-à-dire c'est vraiment le génie sans avoir l'air d'y toucher. C'est d'ailleurs ce qui fait une des grandes particularités d'Ellington, c'est capable de donner le maximum en petite formation comme en big band, et d'être aussi génial dans la simplicité que dans la complexité,
avec évidemment le swing comme fil conducteur. Donc Love in My Heart, ou on a dit Swing Baby Swing, je sais pas, Swing Baby Swing, oui, c'est le 12. Je le connais par cœur ce morceau, j'arrive pas à savoir qui c'est qui fait pendant le chorus de piano. C'est Duke qui Il y a chante. une note, quelqu'un qui joue une note tenue derrière. Il dit que c'est Duke qui chante. Hein? Ouais, on en- C'est lui qui souvent. C'est lui qui chante, tu crois? C'est vachement beau, cette note qui garde derrière. Merci. J'essaye de faire pareil quand je joue pour essayer de jouer comme elle. Même en chantant faux, tout ça, ça marche. Donc, j'avais oublié donc de dire que c'était une séance sous le nom de Rex Stewart. Et dans la même séance, il y a un autre morceau qui est. Il y en a plusieurs qui sont formidables, mais il y en a un autre qui est presque aussi génial, qui s'appelle Tea and Trumpets. Il y a Hodges, puis Ellington. Et là, il y a un contre-champ de piano derrière Rex formidable. Et il redouble de swing et d'idées encore Rex au deuxième chorus. Donc on va écouter ce Tea and Trumpets. 1937. 13. Thank you.
vers la fin. Mais ce qui est étonnant dans le 78 tours, là, c'est que quelqu'un prenne 2 chorus et demi, comme il fait là. C'est assez rare. Hein. Oui. Alors, maintenant, il enregistre... il y a plein d'autres choses que je voudrais vous passer, que je ne vais pas pouvoir, mais il enregistre la première version de Boy Meets Song sous le nom de Tweets and Twerps. Et en 1938, en décembre 1938, il enregistre la version la plus connue de Boy Meets Song, mais moi je vous ferai écouter une autre version tout à l'heure, en 1943. Malheureusement, je ne vais pas passer Subtle Lament, qui est aussi un chef-d'œuvre. Alors en 1939, Duke Ellington va se produire en Europe pour la seconde fois, d'avril à mai, 1 mois et 1 semaine. Et du 3 au 5 avril, ils sont à Paris. Le deuxième jour, Rex va faire le bœuf avec Django Reinhardt. Il raconte ça. Il assiste à une confrontation entre Django, c'est lui qui le dit, et Django, Henri Salvador et Oscar allemand, 3 guitaristes. Et la magie de ce moment a toujours été ancrée fermement Salvador, il est un peu jeune Salvador. Là. Oscar Allman, oui. Mais Salvador, oui, Salvador, ça m'étonne un peu, mais... Oscar Allman, oui, c'est sûr. Ouais. Moi, Django, Charles Delaunay me l'avait dit qu'il jouait souvent ensemble. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les séances avec Django, personne n'en parle. J'ai lu plein de bouquins, et même Charles Delaunay n'en parle pas dans les 2 bouquins sur Django, il n'en parle pas. C'est très bizarre parce que c'est des chefs-d'œuvre. Donc, alors, ce qui s'est passé, donc la magie de ce moment a été toujours est restée dans la mémoire de Rex. Et il dit dans ses mémoires que Django lui faisait penser à Jimmy Blanton par son génie, qui était le contrebassiste de cette époque-là. Alors il dit, j'étais tellement subjugué par sa virtuosité que je n'ai pas pensé une seule seconde qu'il puisse y avoir un quelconque problème de communication entre nous à la séance d'enregistrement, en dépit du fait qu'il ne parlait pas anglais. Et j'avais raison, le gitan piquait les harmonies au vol comme s'il les avait écrites. Un geste vers la bouteille de brandy et tout le monde était sur la même longueur d'onde. Quand Django jouait, ses impulsions rythmiques sauvages et ses nuances tendrement romantiques étaient soulignées par son tempo, son drive sans faille. Donc le lendemain du bœuf, il enregistre sous son nom en quartet avec Barney Bigard, Django Reinhardt et Billy Taylor, le bassiste, sans batteur, sans pianiste. Une séance qui est vraiment inoubliable et en plus très bien enregistrée. On sent parfaitement que les musiciens sont contents, parfaitement heureux de jouer ensemble. C'est du jazz champagnisé, on va dire. Alors, on va écouter d'abord le morceau I Know That You Know. I Know That You Know, sur un tempo très rapide, où après le chorus de Bigard, vraiment fantastique d'élégance et de technique et de swing, on va s'apercevoir que Rex, dans son chorus, il va se mettre sur le même terrain, dans son deuxième chorus, sur le même terrain que la clarinette, c'est-à-dire il invente un nouvel instrument qu'on pourrait appeler le cornet clarinette. Donc on va écouter ça, j'ai passé, c'est le numéro 15, I Know That You Know, à Paris, en 1939.
je voulais vous passer un autre morceau, mais je vois l'heure qui tourne. Je voulais passer Montmartre, puisqu'on est à Montmartre, mais bon, ce sera pour une autre fois. Je vais sauter aussi un autre morceau. Et maintenant, je vais vous passer quelque chose je vais vous faire travailler. Ben oui, je vais vous passer Finesse aussi. Ben, Rex dit que c'est lui et qu'on lui a piqué, que ça a été signé. Parce que c'est signé Militello. Oui, mais Rex il dit que c'est lui. Alors c'est soumis. Non, c'est ça. Alors, maintenant je vais vous faire travailler, c'est-à-dire vous allez essayer de deviner quel est le trompettiste que je vais passer, puisqu'on va parler des influences que Rex a donné à d'autres trompettistes. Alors, on sait que, notamment Tab Jordan, ça s'entend, qui a joué chez Duke Ellington. Il y en a un qui s'entend un peu moins, mais lui-même l'a dit, donc c'est Royal Ridge. Je l'aurais dit, il l'a dit d'ailleurs aussi à Rex. Rex en parle. Rex était très honoré que Royal Ridge lui ait dit ça. Alors je vais vous passer un troisième trompettiste qui parfois peut s'inspirer de Rex. On va voir si vous le reconnaissez. Et pour vous aider à trouver, d'ailleurs, je vais lui laisser un petit bout de la voix du chanteur qui vient ensuite. Et sachez seulement que ça date de 1939 et que ça s'appelle My Buddy. Alors c'est le numéro 18. Il faut donc sauter 2 ou 3 morceaux. Voilà, My Buddy. C'est une valse à l'origine. Très mieux. Celui-là ou celui-là, c'est la 2. C'est effectivement ce qu'a dit Claude, c'est Harry James. Harry James. Bien sûr. Il n'y en a pas que beaucoup, il y en a un autre morceau dans lequel il joue un peu, mais on sent honnêtement qu'il a écouté. Chez Teddy Wilson, des fois. Hein? Harry James, il joue un peu comme ça avec les formations de Wilson. Ah oui, voilà donc pour un disciple occasionnel de... Puisqu'on gagne. Ben, tu gagnais être connu, comme disait. À la radio. Voilà. Alors maintenant, ben, je suis quand même peut-être obligé de vous passer Tooting Through the Roof. Il y a un extrait, tiens. Tooting Through the Roof, qu'on pourrait traduire en claironnant par-dessus le toit, peut-être. Et c'est un duo mitonné aux petits oignons par duo pour ces deux grands solistes, Rex et Cootie Williams. Alors il y a c'est un duo où il y a 2 mesures chacun. Et il faut bien faire attention parce que ça commence par Rex. Et il y a 2 mesures Rex, 2 mesures Cootie, 2 mesures Rex, etc. Voilà, ça date de 1939. Tooting Through the Roof, l'orchestre de Duke cette fois. Toujours, alors c'est toujours le même morceau, le même numéro, oui, 19. Un extrait. Bah oui. J'arrive pas, je n'ai pas assez répété.
sol. Très bien. Alors, maintenant, je vais attaquer la séquence Rêvons un peu. Si les Américains avaient vraiment la culture du jazz, je pense que le 6 mars, ça devrait être un jour férié dans tout le pays, en tout cas au moins à Washington. Et on se demande ce que fait le Congrès d'ailleurs. Pourquoi, Claude? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi le 6 mars devrait être un jour férié? Non. Parce que le 6 mars 1940, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la fameuse séance chef-d'œuvre qui a donné Coco et Jack the Bear. Et pas que, puisqu'on a aussi droit à Morning Glory, qu'on peut traduire par la gloire du matin, mais la véritable signification, d'après Claude Carrière d'ailleurs, ce serait plutôt l'érection matinale. Rex, Morning Glory. Et Rex dit avoir vendu cette jolie composition à Duke Ellington pour $50. On va l'écouter parce qu'elle est très très belle. C'est un des chefs-d'œuvre de point de vue mélodie aussi de Rex. Donc, Morning Glory, 6 mars 40. C'est la vague. Je vais être obligé de supprimer un morceau qui est vachement bien aussi. C'est
c'est pas avec Duke, c'est avec Sidney Bechet and Misbehaving, des 2-2 avec Airlines, qui sont formidables. Mais bon, je vais vous passer plutôt. On va faire un blindfold test encore. Là. C'est un document assez rare et je vais mettre à contribution les savants spécialistes qui sont dans cette salle. La question est, c'est quoi ce machin qu'on va écouter? Et ça date quand même, je vais vous dire, ça date du 15 décembre 1940. Et c'est le 23, c'est le dernier, non, c'est le 22, le 22. Écoutez bien le machin. Séance, c'est pas une radio, hein, c'est une séance. Oui, c'est vrai. C'est un petit piège, c'est un petit piège. C'est quand même, évidemment, Rex, et c'est quand même Ben Webster, et c'est quand même Barney Vigard. Mais c'est pas avec Duke Ellington. Et c'est étonnant parce que c'est Billy Kyle au piano, et le chef d'orchestre, c'est sous le nom de Jack Teagarden. Je vous ai pas dit Jack Teagarden pour vous. Pas mal, hein, c'est très ellingtonien, même le piano. Qui fait quelque chose de simple. Et le nom du morceau? Le nom du morceau, ça s'appelle Big 8 Blues. Effectivement, c'est d'ailleurs un blues de 8 mesures. Voilà, donc dedans, il y a Billy Taylor aussi à la basse, et il y a Def Toff à la batterie, Billy Kyle et Jack Teagarden. Voilà. Alors on va encore sauter, on va passer au deuxième disque. Il y en a 5. Hein. Donc on va passer au deuxième disque. Je ne vais pas passer Menelik the Lion of Judah parce que de toute façon dans Boy Meets Horn il y a aussi des pédales graves. Alors je vais vous passer tout de suite la version de Boy Meets Horn qui date de 1943. On peut dire que c'est vraiment le morceau le plus célèbre de Rex chez Duke Ellington. Boy Meets Horn, Boy c'est le surnom de Rex, mais paraît-il, il dit que c'était déjà le surnom que lui donnait sa grand-mère. Elle l'appelait Boy. Et c'est vraiment le véhicule idéal pour tous les traitements de son de Rex. Au début, il prononce des voyelles, on entend A, U, O, E, comme ça. Et il a un découpage assez étendu. Dans la première version, il y a une intro 4 mesures, il y a un premier thème qui fait 32 mesures, mais ABA seulement, 12, 8 et 12. C'est en Fa, puis ensuite il y a un interlude de 4 mesures, il y a un thème de 16 mesures, c'est le deuxième thème.
Il y a un deuxième interlude et il y a une coda de 15 mesures dans la première version. Sauf que dans les versions ultérieures de radio, qui sont plus longues, le découpage est encore plus étoffé. C'est-à-dire le premier thème, au lieu d'être de 24 mesures, je crois que j'ai dit, oui, c'est ça, 32 mesures ABA, là il passe à 44 mesures à ABA. 12, 12, 8 et 12. Donc ils avaient dû en supprimer dans la première version. Et dans la dernière partie de la coda, Rex ajoute 8 mesures. Voici donc les partitions originales, il y en a deux. Le Boy Mixon, c'est une version radio. Le 8 novembre 1943, c'est le numéro 2 du deuxième disque. On va entendre tous les traitements de son possibles et imaginables, les pistons à moitié abaissés, les pédales graves à la fin, etc. Tout ce qu'on peut faire avec un cornet, il le fait. Aspirateur. S'il veut bien démarrer, hein, parce que... Il peut prier. Meuble. Il faut que je meuble. Avec quoi je vais meubler? Ah oui, ben Duke Ellington, il a dit, sur ce morceau, il a dit, j'adore résoudre des problèmes. Prenez Boy Mills-Horn, il y a une note avec un piston foireux sur le cornet de Rex Stewart, mais qui a un son qui lui plaisait, le mi naturel. Elle est plus lente que la version. Thank you.
trombone ne peut pas faire, pratiquement. Il y a d'autres trompettistes qui ont enregistré ce Boy Meets World. Il y a notamment Chris Griffin qui joue chez Benny Goodman. Il a enregistré plusieurs fois ça. Harold Baker avec Duke Ellington, que Claude m'a fait découvrir chez lui l'autre jour. Jonah Jones, Snooky Young, Wynton Marsalis et Michel Bonnet, ici présent, qui l'a enregistré avec le Paris Swing Orchestra en 2002. Hein, c'est ça. Donc, je vais demander à Michel, il a amené un cornet que, d'ailleurs, François Vincent, qui est là aussi, qui lui a vendu son cornet très cher. Trop cher par rapport à ce qu'il vaut. Si tu as quelque chose à dire aussi sur les techniques de Rex, hein, allez-y. Bon, j'ai rien à voilà, dire. montre C'est cette génial. assemblée ce que c'est qu'un cornet. Donc, vous voyez, c'est Cornet trompette. cornet trompette. Oui, D'ailleurs, c'est le cornet américain. Je précise que c'est un modèle de cornet que Rex a utilisé, ça. Ah oui, c'est quel C'est pas celui qui est King. Un King. C'est pas celui de Rex. C'est vrai? Parce que là, je l'aurais vendu beaucoup plus cher encore. Alors, montre-nous les demi-pistons. Alors oui, donc pour les non-trompettistes, hein, on joue un piston où on n'appuie pas, où on appuie. Normalement, il n'y a pas entre Ah les bon? Voilà, et donc les demi-pistons, ça fait un son bizarre. Et alors le truc de Rex que j'ai réussi à voir, c'est que au lieu de jouer comme ça, vous voyez là, Oui, on voit. au lieu de jouer comme ça au pif, le doigt il fait un petit peu ce qu'il veut, Rex il mettait son doigt en dessous. Il mettait son doigt sur le piston comme ça, ce qui permet d'attaquer la note directement. Ah oui. Après, ce sont différentes combinaisons, mais ce qui lui permet de faire des... Et ce qu'on entend dans la version, il fait une sorte de trille. C'est ça qui m'a intrigué, parce que je ne savais pas comment il faisait. Si on fait un demi-piston, ça fait ça. Et faire un tri en même temps, le doigt il fait ce qu'il veut. Donc Rex il faisait ça. Voilà. Il coince un de ses doigts sous le piston. Après il faut trouver la bonne distance pour la course. Il y a des notes qui sont plus dures que d'autres. Voilà. Après à chercher. Je peux pas vous dire plus que ça. Et la pédale. Bravo. Super. Et là, Ah oui, en fait, je sais pas, moi j'aurais fait comme ça. ça doit être ça. Mais Avec des si bémol, quoi. ce que Clark, là, qui a fait Ça n'a rien apporté. l'auteur de la méthode de trompette, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Oui, Ouais, c'est il le fait, trompette. il fait que Dans l'embouchure. les lèvres vraiment dans l'embouchure. Pas, moi, j'aurais fait qu'une lèvre sortie en dessous. Voilà, faut le travailler un peu, mais à mon avis, Ils ça avaient doit des- pouvoir se faire. Ils avaient des embouchures, on pouvait y mettre un bus à l'époque. J'ai pas de... Voilà. Merci. Le grand principe, c'est ça. Voilà. Merci Michel. Voilà ce qu'on peut faire. On peut faire justement des effets de sourdine sans sourdine. Rex. Il avait un cornet plus court que ça au début. Oui. Au départ, il devait avoir les cornets. En fait, c'est des cornets, ce qu'on appelle français, c'est des cornets courts qu'ils avaient dans l'armée américaine, qui a été vendu. Donc c'est pour ça que les Américains, au début, ils jouent du cornet parce que c'était pas trop cher. Il y a le cornet court, ça c'est un cornet de trompette, mais il y a le cornet américain qui est un peu plus long. C'est ce dont se servait Oliver, Armstrong, d'autres trompettes de l'époque. Et la plupart des trompettistes comme Rex, Oliver au début, il joue du cornet ou du cornet trompette parce qu'une trompette c'est trop long pour faire wah-wah. Par exemple, Armstrong, lui, il a arrêté de faire wah-wah quand il est passé à la trompette. Parce que lui, en plus, il était petit, il avait des bras pas très longs. Donc, alors, par contre, Cootie Williams, il joue comme ça.
Oui. En plus, il joue en bas parce qu'il a écrit. Je crois que sa femme lui a envoyé casser un verre dans les lèvres. Donc il a tout recommencé comme Artero, vers le bas comme ça. Mais c'est pas pratique. Un cornet, c'est plus simple. Et Rex, il joue toujours du cornet trompette. Alors, Irakli Davricheli. Disciple non pas de Rex, mais d'Armstrong. Essentiellement. Voilà, alors je vais vous passer un petit extrait, là, c'est pour rigoler un petit peu, mais après vous aurez quelque chose, une surprise extrêmement rare. Je ne pense pas qu'on ait jamais passé en public. D'abord, je vous passe un petit extrait, c'est toujours Boy Meets Horn, c'est le numéro 3. Numéro 3. Écoutez bien l'instrument. Vous voyez pourquoi se casser la tête à jouer du cornet alors qu'on peut faire ça à l'harmonica. Hein, donc c'était, quand j'ai découvert ça, je ne connaissais pas ce type-là, je connaissais son frère. C'est le frère de Larry Adler, qui était très connu à l'harmonica dans les années 40-50. Il s'appelle Jerry Adler. Et c'est pas mal finalement. Alors maintenant, donc, une super surprise, le super banco du Blind Folk Test. Une version privée, enregistrée à Paris, a cappella, avec les moyens du bord en appartement. Et il faut que vous deviniez, c'est un trompettiste bien connu, c'est à vous de trouver. Alors on va passer un extrait, je ferai signe de... Christian, je te ferai signe de baisser. C'est le morceau d'après, donc c'est le numéro 4. Batteur qui est à l'envers. C'est pas un batteur. Il le joue jusqu'au bout, mais il a du mal dans les graves. Vous allez voir pourquoi. Alors qui sait d'après vous, c'est quelque chose comme... Hein? Bill Coleman? Cat Anderson. C'est Cat Anderson. Voilà pourquoi il a du mal, parce que lui il joue des suraigus, mais les graves il n'y arrive pas. C'est Cat Anderson, je pense que c'est... Alors quand on m'a envoyé ça, j'ai pas deviné. Hein, ça a été enregistré chez Michel Faux. Ouais. Et c'est Jean-Claude Vartagnan qui m'a envoyé ça hier. Voilà, c'est un truc comme ça. Alors, maintenant, qui a dit si Napoléon n'avait pas vendu la Louisiane aux Américains pour une somme dérisoire en 1803, on aurait eu, à la place de Tino Rossi, on aurait eu Louis Armstrong. Je ne sais pas qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit ça. Et donc, maintenant, voici donc le grand blues shouter Tino Rossi, dans un célèbre morceau mexicain de 1941 qui s'appelle Amor, Amor. Vous allez voir pourquoi je vous passe ça. Donc un petit extrait de Tino Rossi. C'est le numéro 5.
doit baiser, mais refuser, moi je le vole. Si l'on attend pas trop longtemps, l'amour s'envole. Les paroles sont gratinées. Pareil, Ça bien, Tino Rossi, dans ce genre. Il y a au moins 70 versions de jazz de ce morceau. J'ai pas compté celle de Tino Rossi dedans, évidemment. Ellington l'a joué uniquement à la radio, et c'est grâce à Claude Carrière. Donc voici comment on peut, voilà la partition, là, mort à mort, avec ça c'est du film, et puis il doit y avoir Tino Rossi, non pas là. Donc ça c'est formidable, ça montre comment on peut jazzifier une chanson de ce type-là. Ben, choisir un bon tempo déjà, prendre Rex Stewart pour exposer le thème, c'est aussi simple que ça, avec le Duke évidemment aux commandes. Hein. Donc c'est le 6, c'est celui d'après, c'est un petit extrait, une radio, en 44. Yes, sir, it's a Saturday night date with the Duke. And a date with the Duke means there's Rex Stewart and his trumpet to lend a hand. Like you've never heard it before, Amor! Voilà, donc il y a d'autres morceaux que je ne vais pas pouvoir passer, malheureusement. Il y a un morceau formidable, c'est Riding on a Blue Note, mais on l'a déjà passé dans cette salle. Je pense que c'est Claude qui l'a passé. C'est formidable. Il y a d'ailleurs Sidney Catlett à la batterie, qui a remplacé Sonny Greer, là, et puis il y a le bassiste formidable, Junior Raglin. Et Rex Stewart raconte qu'il swingait malgré qu'il jouait en charentaise sur scène. Il avait des oignons. Des oignons. Pas comme si. Et il quittait les chaussures. Il quittait ses chaussures. Ouais. Et ça lui faisait swinger terrible. Alors en 47, on va aller plus vite. En 47, Rex est en tournée en Europe. Il enregistre en Suède, en Suisse. Fait plusieurs séances à Paris et il retrouve notamment Django Reinhardt le 10 décembre pour 2 morceaux, Night and Day et Confessin. Mais je ne vais pas les passer, j'ai pas le temps. Alors en février 49, Rex participe au film de Jacques Becker, Rendez-vous de juillet, avec Claude Luther. Dans le club des Lorientais reconstituant en studio, il joue Bugle Colrag, mais là il fait un peu de cinéma, c'est pas terrible. En février, il enregistre aussi avec Claude Bolling les standards ellingtoniens. Il y a Benny Vasseur au trombone notamment. Et la même année, on va le retrouver en Australie, en novembre-décembre, et il enregistre aussi beaucoup en Australie. Et entre 51 et 54, il joue surtout du Dixieland. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il a quitté Ellington en décembre 45. Il a cédé sa place à Francis Williams, qu'il remplace. Mais on le retrouvera d'ailleurs pour quelques gigs en 46, pour des remplacements, je pense. Donc il joue beaucoup de Dixieland entre 51 et 54. Il travaille régulièrement comme disque jockey à une station radio à Albany. Et dans un disque assez rare, sous le nom du batteur Cozy Cole, en décembre 55, il est aux côtés de Coleman Hawkins, Tyree Glenn, un autre tromboniste qui a joué chez Duke, Claude Hopkins au piano, Billy Bauer à la guitare et Harvell Shaw à la basse.
Et donc Cosico, le chef d'orchestre, j'en ai extrait Perdido, un petit extrait d'ailleurs, où après Hawkins, Rex va s'amuser au jeu des citations, avec entre autres, on va reconnaître Cottontail. Il cite d'ailleurs la première section de Cottontail pendant le pont, c'est ça qui est pas mal. Et l'ouverture de Guillaume Tell, tiens, pour écrire Cottontail, Guillaume Tell, c'est marrant. Et il cite aussi Singing the Blues, le début du chorus de Frank Bauer. Donc on va écouter cet extrait de Perdido en 55, c'est le 10. Le 10. Thomas Hawkins. C'est ce disque-là qui est assez rare, qui n'est pas réédité, je crois. Je ne trouve pas sur en 57, Rex et Cootie Williams ont enregistré un disque assez intéressant qui s'appelle The Big Challenge. Les musiciens vont 2 par 2, alors là pareil, je peux pas vous le passer. Il y a 2 morceaux qui sont très bien, c'est Alphonse et Gaston. Il y a des 2-2 encore ou des 4-4. Non, un chorus chacun sur le blues entre Rex et Cootie. Il y a... Qu'est-ce qu'il fait encore oui, en 57-58, il réunit un big band en hommage à l'un de ses anciens employeurs, qui est Fletcher Anderson. Alors là, je ne résiste pas à vous montrer la pochette, qui est absolument extraordinaire, dans le mauvais goût. Une femme nue, mais pas entièrement, parce qu'on ne peut pas montrer tout à l'époque, mais c'est quelque chose. Il y a une belle clarinette en métal d'ailleurs, mais on ne regarde pas tout de suite parce qu'on est attiré vers autre chose. Une très belle clarinette en métal qui devait être à Busterberg parce qu'il devait être dans le disque, je pense. Hein. Alors, quoi donc je vais vous passer un morceau dans un autre disque, lequel c'est c'est peut-être celui-là. Et puis on va passer 2 extraits avant de terminer. 2 extraits. D'abord, une composition de Rex qui montre encore que c'est un bon compositeur. D'esprit ellingtonien, ça s'appelle Pretty Dipty. Voilà, avec Dick Carey au piano. Alors le morceau, c'est l'avant-dernier, c'est-à-dire le 13. Le 13.
terminer. Là, il faut absolument qu'on le passe. C'est relativement court. Là, on enregistre un disque avec Dickie Wells, Rex Stewart, qui est très intéressant parce que c'est une conversation. Ils imitent des conversations comme s'ils parlaient vraiment. Et j'ai choisi, c'est un morceau que je passe toujours à mes élèves. J'ai choisi un morceau composé par Cole Porter qui s'appelle Let's Do It. Et vous allez entendre d'ailleurs que Rex, il arrive à prononcer des mots et presque des phrases. Notamment, à un moment, il dit « Hush, baby », qui veut dire « chut ». Hush, chut, baby. Écoutez bien au début parce qu'il dit ça. Il doit dire d'autres choses que j'ai pas compris, mais voilà. Donc on écoute. C'est le dernier morceau qui est de la face. C'est le 14. C'est court, c'est très court. Hein. Trombone, cornet. Hush, baby. Trombone. Toujours le même, dans le grave. Toujours trombone. Petit boudou.